Voilà, parlons tout de suite du thème qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, on va avoir le plaisir d'accueillir Stéphane, que j'ai vu être déjà arrivé également à ce webinaire. Et donc, nous allons parler de la prévention des TMS et de l'ergonomie sur les postes de travail. Alors, tout d'abord, je vais laisser Stéphane se présenter, présenter qui il est et puis présenter un petit peu la société qu'il représente. Donc, je vais lui laisser la main en termes de présentation. Très bien, merci Eric. Bonjour à tous et merci à l'INF pour l'opportunité de cette co-présentation. Voilà, il y avait un écho qui a disparu. Merci Eric. Et je vais simplement partager mon écran pour prendre la main sur la présentation suivante. Et je vais articuler ma présentation autour de deux aspects en fait. J'ai vraiment de lancer le PPT. Voilà, nous y sommes. Tout d'abord, un petit peu camper le décor, en fait. Qui sommes-nous? Quel est l'outil dont nous allons parler dans la problématique générale des TMS? Et la partie, je pense, la plus intéressante pour vous consistera à vous montrer quelques cas pratiques, des cas d'application de l'outil sur le terrain dans 4 situations différentes. Très rapidement, la société existe depuis bientôt 40 ans. Donc ça fait un petit moment qu'on est là et nous sommes on a la faiblesse de croire en tout cas, nous sommes des experts dans la mesure sur l'individu, sur la personne, pour comprendre comment il ou elle interagit avec son environnement. De là est né, il y a bien des lunes maintenant, un transfert de technologie avec l'INRS, qui est en plus notre voisin physique. D'un prototype, nous avons fait un produit qui est notre technologie et qui est maintenant disponible depuis presque 20 ans. Donc à TA, on a 2 métiers. On a un aspect de développement où on fait évoluer constamment cette boîte à outils que je vais vous présenter en la développant sur le plan du logiciel et du matériel. Et puis, nous sommes également prestataires d'études à travers une équipe d'ergonomes, de biomécaniciens et de psychologues du travail qui interviennent dans les entreprises en accompagnement. Ce qui nous donne cette double compétence et qui permet d'enrichir l'une et l'autre à travers les 2 solutions que nous proposons. Donc, nous sommes une petite équipe d'une vingtaine de personnes avec des têtes discrètes. Ah, on a un gros écho avec des micros qui ne sont pas coupés. Espérons que ça va arriver. Voilà, merci. Et une filiale aux US. Donc, je ne m'appesantis pas là-dessus. Nous avons des partenaires un petit peu partout sur la planète. Et nos clients, en fait, s'articulent en 2 groupes. Hein, les laboratoires de recherche, qu'ils soient publics et privés, donc l'enseignement académique également, évidemment, et l'industrie, auto, ferroviaire, aéro, logistique, BTP, etc. Donc, tout ce qui est, en fait, industrie manufacturière où des hommes et des femmes travaillent sur des lignes d'assemblage au quotidien et pour lesquels un accompagnement est parfois nécessaire. Et en parallèle à ça, on anime aussi des groupes d'utilisateurs, ce qui nous permet encore une fois et constamment de faire remonter des besoins du terrain pour améliorer, rajouter des fonctionnalités à l'outil qui est leur boîte à outils du quotidien également. Merci Stéphane pour cette présentation rapide. Peut-être tu peux nous donner maintenant quelques informations sur ce que c'est que les TMS, en quoi ça nous concerne tous. Tout à fait. Alors, il faut, pour camper encore une fois le cadre dans lequel on va faire nous organisons ce webinaire, quelques chiffres veulent dire beaucoup de choses en fait et vont être très très édifiants. Les TMS aujourd'hui représentent 87% des maladies professionnelles et un poids en fait de 2,5 milliards d'euros qui sont imputés aux entreprises françaises. Et ça correspond surtout dramatiquement à 7,5 millions de journées de travail perdues, avec le poids humain évidemment qui en découle.
avec des chiffres aussi, enfin, chiffres complémentaires, c'est que 30% des arrêts de travail sont des TMS, et dramatiquement, 45% des accidents du travail sont pérennes, puisque de facto, ils engendrent une invalidité permanente. Donc on est sur quelque chose d'extrêmement significatif et qui, bon an, mal an, ne s'améliore pas. Qu'est-ce qu'une TMS en fait? Pour rappeler la définition, hein, en fait, c'est un ensemble de maladies qui sont localisées au niveau des articulations. Donc, tous les organes mobiles du corps peuvent être plus ou moins impactés selon l'activité, selon le métier, selon ce que l'on effectue comme travail au quotidien. Et c'est là où l'outil que je vais vous présenter intervient justement dans l'identification des risques associés à cela. Alors, ces risques, à quel moment surviennent-ils ou comment peuvent-ils être engendrés? Tout d'abord, ça peut être par des tâches répétitives et ou des efforts excessifs de serrage, de levage, de poussée, de contrainte, entrecoupés de périodes de repos insuffisantes qui ne permettent pas à l'organisme, en fait, au corps de se reposer, de se régénérer. Tout ça, bien sûr, s'accompagne de postures souvent et de mouvements qui peuvent être contraignants, et sans oublier le stress qui peut s'accumuler et les facteurs psychologiques. Sachant que, bien évidemment, ça peut être un cumul de tous ces facteurs. Et les derniers chiffres dont on dispose concernant la répartition en fait, des TMS sur le corps humain est la suivante. Donc je vais un peu vite compte tenu de la fenêtre de temps dont nous disposons, mais on voit quelles sont les articulations en fait, qui sont les plus impactées, les plus sollicitées et qui sont les plus génératrices des pathologies que l'on a évoquées dans les chiffres qui précèdent. Alors, les coûts de la non-ergonomie, c'est pas rien, parce que, et ça ne reste que des moyennes, donc vous imaginez les amplitudes possibles. Le coût moyen d'un accident du travail pour un employeur, c'est 30 000 €, qui se décompose comme suit, hein, les soins médicaux, les indemnités du salarié, il faut adapter le poste, et toute la charge administrative. Donc ça, c'est mesurable directement. Après, il y a les coûts indirects, et ceux-là peuvent être jusqu'à 10 fois supérieurs. Donc on parle de 300 000 € là, pour une TMS, pour un accident. Ça implique le recrutement et la formation des remplaçants, évidemment toutes les perturbations dans l'ambiance de travail en termes de qualité et de productivité, puisqu'il faut se remettre à niveau hein, quand on arrive. Et il existe des coûts stratégiques qui ne sont pas négligeables non plus parce qu'ils ont un impact général, et ceux-ci sont la dégradation de la compétitivité de l'entreprise, l'érosion de la cohésion sociale, et ça peut être assez impactant également, assez dommageable, et un affaiblissement de l'image générale de l'entreprise, tant en interne qu'à l'externe. Donc, rien que pour ces raisons-là, il est quasiment stratégique pour une entreprise, quelle que soit sa taille, d'y regarder d'un petit peu plus près, puisque finalement les personnes, ben, c'est le capital principal, les salariés qui sont formés, qui sont performants. Je vous apprends rien dans tout ça, mais c'est bon de le répéter, parce que c'est ce qui fait aussi la valeur d'une entreprise. Et tout ça, bien évidemment, s'inscrit dans la démarche de prévention de l'INRS qui est chère à l'INF, Eric. Voilà, tout à fait. Je souhaitais revenir un petit peu sur ce point-là parce que comme toute démarche, il s'agit d'une démarche qui a 4 grandes étapes en fait, et il faut bien penser à faire les 4 étapes. Et souvent la première étant pas suffisamment solide, bah, la suite qui en découle sera plus faible en fait. Donc, je voulais revenir vraiment sur cet aspect important, bien évidemment repris par l'INRS, on n'est pas en train d'inventer quelque chose, et qui s'inscrit pleinement dans les démarches d'amélioration. On reconnaît là le schéma classique du PDCA, du Plan Do Check Act, de toute démarche d'amélioration. Donc, la première étape, ça va être de mobiliser. Mobiliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la direction aux collaborateurs, en passant par le manager, en passant par les experts maison, en passant par les représentants des salariés, en passant par
des experts externes si nécessaire, hein, des consultants, la médecine du travail, la CARSAT, c'est-à-dire tous les acteurs possibles du monde professionnel, déjà les mobiliser et puis leur donner la démarche qui va être suivie avec les enjeux qui sont liés à la prévention de l'ergonomie, la prévention des TMS par l'ergonomie. Donc, rappeler un petit peu les chiffres que Stéphane vient de nous donner pour que les gens comprennent bien ce qui va être fait par la suite. Et c'est vraiment une étape sur laquelle je tiens à insister parce que c'est souvent tardivement qu'on s'aperçoit qu'on a oublié des acteurs au départ. La deuxième étape, très importante, ça va être l'investigation, à découper en trois morceaux. Déjà connaître le risque. Alors connaître le risque, ça va être prendre déjà les indicateurs qu'on a en interne, que ce soit de maladies professionnelles, ça peut être de l'absentéisme, ça peut être une pyramide des âges, ça peut être voilà, tous les indicateurs dont on dispose ou le service RH va disposer. Et puis ça va être aussi être à l'écoute des collaborateurs, des représentants des collaborateurs sur des difficultés qui sont rencontrées, sur des gens qui auraient des difficultés. Donc vraiment une étape d'écoute des chiffres et des hommes et des femmes. La deuxième étape, ça va être d'aller analyser la situation. On va avoir dans cette première étape priorisé ou identifié les secteurs où on aura besoin d'intervenir. Et donc dans cette deuxième partie d'investigation, on va aller sur place et on va aller observer pour justement recueillir le maximum d'informations sur la réalité de ce qui se fait. La troisième, ça va être d'identifier les facteurs de risque. Stéphane nous les a présentés tout à l'heure. Ça peut être des contraintes physiques, ça peut être des contraintes psychologiques ou des contraintes liées à l'organisation du travail. Mais on va voir tous ces facteurs de risque et on va essayer de les identifier. Est-ce qu'il y a un port de charge? Est-ce qu'il y a des températures qui sont trop faibles? Est-ce qu'il y a des cadences trop soutenues? Donc on va identifier tous ces facteurs de risque. Et donc, dans cette partie-là d'investigation, on va terminer avec une vision à peu près claire de ce qui ne va pas. On va pouvoir enchaîner donc sur une partie de maîtrise qui va être donc de transformation de la situation de travail, donc de modification du poste de travail, mais aussi ça peut être de la formation des salariés, bien évidemment. Et puis la dernière étape, importante pour vraiment boucler la boucle, ça va être de vérifier que les modifications vont bien engendrer le résultat attendu. C'est là où on a des surprises et de temps en temps aussi, les indicateurs qu'on avait au départ, maladie professionnelle par exemple, ne sont pas immédiatement disponibles. C'est-à-dire qu'il va falloir encore attendre quelques mois, voire quelques années pour avoir cette évaluation. Donc, je ne sais pas, Stéphane, par rapport à ça, est-ce que, par exemple, avec l'outil Captive, eh ben, tu peux nous aider à mieux investiguer, à mieux maîtriser, à mieux évaluer Ô combien, ces étapes? il est effectivement dédié à tout ça et à accompagner dans la démarche à travers je dirais une métrologie, à travers la mesure et de l'information objective, mesurable et quantifiable. C'est là où effectivement on peut enchaîner sur qu'est-ce que c'est que cet outil Captive et à quoi il sert et comment il fonctionne. Il y a un petit écho de mon côté, j'espère qu'il n'est pas du... Ah voilà, il a disparu, merci. Alors, ce dont on s'est rendu compte sur le terrain, et vous le savez aussi bien que moi, pour les ergonomes, les gens les professionnels de la sécurité, c'est qu'il y a un certain nombre de problématiques qui sont récurrentes. Il faut identifier là les bonnes formations pour les opérateurs. On a besoin de cartographie de poste, c'est-à-dire la vision un peu générale d'un état des lieux, en fait. Parfois même, ou même souvent d'ailleurs, il est nécessaire d'aller au fond des choses à travers une étude vraiment ergonomique fine de certaines situations de travail. Il est parfois nécessaire aussi de comparer des équipements, typiquement des exosquelettes, hein, c'est très classique. Lequel est le mieux adapté, puisque c'est très monotâche, un exosquelette, lequel est le mieux adapté à tel poste, à telle activité, et s'assurer que, eh bien, en adoptant tel exosquelette, on ne fait pas un transfert de risque sur d'autres articulations où on n'aggraverait pas un facteur que l'on n'aurait pas soupçonné.
Et enfin, l'intérêt aussi, c'est de pouvoir bénéficier d'outils communs lorsque on est sur une activité multisite, les grands groupes industriels notamment, d'avoir des outils qui sont mutualisés pour pouvoir échanger des bonnes pratiques, des modes de faire, qui soient déployables, que ce soit en France, en Inde, au Brésil ou que sais-je. Et autour de ces 5 grandes considérations, on a une solution qui s'appelle Captive. Et de toute ma présentation, si vous ne deviez retenir qu'une seule diapo, ça serait au final celle-ci, qui résume assez bien l'outil et son principe général. Donc on a un logiciel intégrateur qui est je vais ouvrir le petit pointeur, ça sera plus simple, voilà, qui est ce que moi j'appelle le couteau suisse en fait, et c'est vraiment ça Captive, ou comme un Lego avec différentes briques, et qui permet déjà de recueillir de la vidéo. Alors la vidéo, l'image, elle sert à objectiver la situation. Il n'y a pas de traitement d'image spécifique par le logiciel, mais il permet de comprendre et de caractériser un petit peu ce qui se passe. Ensuite, il permet, à partir de cette vidéo, de faire de l'analyse d'activité. Certains d'entre vous font sûrement de l'observation de terrain, donc c'est le fameux papier-crayon qui peut être extrêmement laborieux. Et dans l'outil, il y a une interface beaucoup plus simplifiée, enfin beaucoup plus simple en tout cas, rapide et pratique pour faire cela. Et je vous montrerai à travers les exemples tout à l'heure. Et bien évidemment, les tâches supplémentaires à la fusée, la couche qui est supérieure, c'est toute la partie mesure, toute la métrologie, tous les capteurs que l'on va pouvoir mettre en œuvre pour qualifier, quantifier, caractériser, encore une fois, de manière extrêmement objective, une situation de travail et les éventuels risques associés. Donc le logiciel capture toute cette information et ensuite, évidemment, il les restitue d'une manière qui est très rapidement exploitable. Donc vous avez d'un côté ici les mesures qui sont disponibles au fil de l'eau, mais c'est surtout, au-delà de l'affichage, c'est qu'il y a quasiment instantanément disponible des rapports, des analyses, de la restitution d'informations qui permet vraiment tout de suite de comprendre pour ensuite plus tard exploiter, creuser, aller plus loin. Et je vais vous montrer ça de manière très pratico-pratique. Donc, la partie vidéo, en fait, elle se fait à travers n'importe quel périphérique aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de caméra spéciale, le téléphone va bien, une GoPro, une webcam, n'importe quoi, le caméscope familial. L'idée, c'est de récupérer de l'image pour comprendre le contexte. Là, quelques extraits, quelques captures de l'outil d'analyse, ce que j'appelle le papier-crayon, en fait, qui permet de sortir des graphes d'activité, des statistiques, enfin, un certain nombre d'informations très très utiles, et vous verrez ça chemin faisant. Et puis, évidemment, les capteurs. Alors, nous développons, ce que je disais tout à l'heure, tout un ensemble de capteurs, notamment physiologiques, donc de la température ambiante ou cutanée, de l'information sur le rythme respiratoire de l'opérateur, donc fatigue, essoufflement, etc., de la fréquence cardiaque, et tous les calculs dérivés qui peuvent en être faits sur le coût cardiaque, etc., battements minutes et autres, bien sûr. Et de l'amplitude émotionnelle aussi, ça peut être intéressant lorsqu'on a des facteurs de stress. D'autres capteurs physio, mais qui sont plus orientés vers l'effort, on peut mesurer toutes les sollicitations musculaires, quand il y a des efforts de levage, de poussée, etc. Donc sur tous les muscles affleurants à la surface de la peau, on peut mesurer ces efforts-là et les estimer de manière très précise. On peut aussi, avec une cellule de force, mesurer des efforts de poussée ou de traction sur des chariots, des leviers, donc des gros efforts de mise en mouvement d'objets lourds, par exemple. Et puis, de manière beaucoup plus fine, mesurer des contraintes articulaires sur les extrémités, la pince, notamment, lorsque je saisis, je manipule un objet. Et enfin, des capteurs plus orientés vers la posture, où on mesure de l'accélération, déplacement de vitesse de déplacement d'un objet dans l'espace, son inclinaison, ou bien
à l'aide de cette centrale inertielle. Et vous verrez à travers les exemples les amplitudes articulaires et donc les risques posturaux. Et tous ces capteurs peuvent être déployés de manière complètement, dans n'importe quelle combinaison, dans n'importe quelle permutation, de manière complètement libre. C'est l'effet couteau suisse que j'évoquais tout à l'heure. Ce qui permet vraiment d'investiguer précisément, au cas par cas, n'importe quelle situation de travail, en adaptant les mesures, évidemment, aux besoins de recueil d'informations du poste. On ne plaque pas systématiquement un outil figé partout, mais on va vraiment pouvoir mesurer ce qui est nécessaire de l'être, en fait, et ce qui est pertinent par rapport à une problématique de travail. Ce qui fait le côté modulaire, richesse de l'outil et sa flexibilité. Alors, on ne va pas réinventer la roue non plus, puisqu'on Captive est compatible avec un certain nombre d'autres capteurs qui existent déjà, qui sont disponibles et qui font très bien le job aussi. On est très sélectif dans ceux que l'on intègre pour ne pas mettre en péril, je dirais, la fiabilité de l'outil, mais ça nous permet quand même d'en identifier un certain nombre, notamment des systèmes de suivi oculaire qui permettent de voir et de comprendre quelle est la stratégie d'observation d'un opérateur, dans du contrôle qualité, dans du contrôle écran, le conducteur également, au bout d'un moment, qui commence à piquer du nez, etc., sur des longs trajets contraignants, ce genre de choses. On peut mesurer aussi, là, des phénomènes cognitifs. Donc là, c'est pas comprendre ce que la personne a dans la tête, bien sûr, et ça serait trop intrusif et inacceptable. Hein, c'est pas, en plus, c'est de la magie noire, ça n'existe pas. Mais, mais simplement, déjà, aller chercher du ressenti émotionnel, du plaisir, de la frustration, de la contrainte, du stress, et toutes les pressions cognitives que l'on peut avoir aujourd'hui dans une ambiance de travail peuvent être identifiées et caractérisées avec ces outils-là. Et enfin, Captive est compatible alors là, avec une pléthore de capteurs environnementaux, c'est-à-dire qu'on peut récupérer la mesure et la synchroniser, l'afficher avec tout le reste. Donc on voit quand la personne fait ceci et cela et quand le bruit est de temps ou l'exposition à la poussière ou à un composé organique volatile est de temps. Donc, ça permet vraiment de comprendre les ambiances de travail physiques également ramenées à l'activité de la personne. Parce qu'on est soumis de manière un petit peu larvée à de la poussière constamment, ou bien tout d'un coup, il y a une éruption lorsque on fait quelque chose de particulier et qui convient à ce moment-là de comprendre, par exemple. Voilà, donc là, c'est la vision un peu globale de Captive. Et puis ensuite, mais là, je vous les verrai à travers mes exemples, on part vraiment du général jusqu'au très très particulier dans la compréhension des amplitudes angulaires et des contraintes posturales en fait d'un opérateur. On a des outils dédiés aussi pour comprendre l'analyse musculaire, donc très simplement sur des efforts statiques ou dynamiques, quels sont les risques associés ou pas aux muscles qui sont mis en œuvre. Et puis également des modules assez pointus d'analyse des contraintes cardiaques à travers des travaux de chercheurs qui sont aujourd'hui bien établis. Et enfin, ce que je disais tout à l'heure, Captive permet de restituer de l'information extrêmement rapidement et de manière très explicite pour pouvoir ensuite l'intégrer dans les rapports maison, si besoin. Pour ensuite travailler dessus et trouver des solutions. Et dans le cadre de la recherche de solutions également, alors voilà, bon, ça c'est la photo un peu générale de l'outil, mais ce que j'évoquais tout à l'heure, on a beaucoup d'utilisateurs, et c'est ce qui fait aussi cette double compétence, qui nous sollicitent en disant, ben voilà, moi j'ai pas vraiment besoin de l'outil, mais je sais que j'ai une problématique TMS en interne, est-ce que vous pouvez nous accompagner à la débusquer, à la comprendre et ou à la solutionner? Donc on peut intervenir à moult niveaux, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais c'est simplement pour dire que notre démarche, elle est un petit peu différente dans le sens où elle s'appuie vraiment sur de la techno, sur de la métrologie, pardon. Ce qui nous permet non pas de travailler, j'allais dire un peu au doigt mouillé,
mais en s'appuyant sur des données objectives et quantifiables, qui sont, à ce moment-là, Captive est en tâche de fond, bien sûr, et c'est un peu le fil conducteur, l'épine dorsale d'une partie de notre pratique. Voilà. Et puis, voilà tous les domaines sur lesquels on peut intervenir: carto, diagnostic, recherche de solutions, comparaison outil-méthode pour trouver ce qui va le mieux, l'évaluation des exosquelettes, ce que j'évoquais tout à l'heure, également, enfin, dans la réalité virtuelle. L'outil peut être déployé en prototypage, de manière à éviter, je dirais, de construire, de faire en dur quelque chose qui, au bout du compte, n'est pas nécessairement la meilleure solution tout de suite, et donc l'éprouver dans un environnement virtuel qui est extrêmement facile et modulaire à modifier, un nouvel outil, un nouveau concept, une nouvelle ligne d'assemblage, un nouveau site complet, pourquoi pas. Je vous montrerai à travers un petit exemple tout à l'heure, d'ailleurs, je dirais. Donc, oui. Oui, merci Stéphane, c'est très intéressant de voir toutes les possibilités de Captive avec la possibilité de rajouter tous les capteurs que l'on peut désirer. Et puis moi, j'y vois le gros avantage, c'est qu'on peut faire ce que je disais tout à l'heure, la dernière étape donc d'évaluation. On peut la faire directement avec le même outil, c'est-à-dire qu'on fait la situation avant avec les difficultés rencontrées, et on peut refaire la même chose une fois les transformations, une fois les formations faites auprès des opérateurs. On a tout de suite l'image de la réalité d'après avec je l'espère, ou en tout cas c'est l'objet d'un tel projet, la baisse des contraintes physiques pour la personne. Donc c'est très intéressant d'avoir un retour direct, ça permet d'améliorer encore plus rapidement ce poste. Je te laisse nous présenter quelques exemples parce que là tu Oui. nous as donné envie, donc je te laisse nous présenter ces exemples. Avec plaisir. Donc, j'ai 4 exemples qui sont très différents les uns des autres, qui vont me permettre de vous montrer très concrètement ce qu'est Captive et ce que ça fait. Donc, on a ici, alors j'ai volontairement coupé le son, hein, puisqu'on est dans une activité de meulage, donc c'est bruyant. Et donc, la vue vidéo, et ça peut être multiprise aussi, puisqu'on peut voir sous différents angles, par au-dessus, par en dessous, de droite, de gauche, etc. L'opérateur en action. Et ce que l'on voit ici, dans cet exemple, pour commencer, on est sur de la capture de mouvement avec un corps complet. Donc, très concrètement, cet opérateur est équipé de nos capteurs de mouvement qui sont déployés à travers des petites sangles velcro là au-dessus de son vêtement de travail. Il aurait très bien pu les porter en dessous, mais c'est pas très invasif, donc ça va très bien au-dessus du vêtement, au-dessus des gants, etc. Et puis on a ici un mannequin numérique qui va en temps réel et puis en rejeu, comme je suis en train de vous le montrer, imiter, en fait, reproduire les mouvements et les postures de l'opérateur. Vous voyez ici que chaque articulation, en fait, est animée par 3 couleurs: le vert, l'orange et le rouge. Et on peut paramétrer Captive pour chaque articulation autour des axes de chaque articulation. Donc vert, tout va bien. Orange, ce sont les angles d'inconfort, et rouge, ce sont les seuils au-delà desquels la littérature dit qu'il ne faut pas aller. Donc, alors, la littérature, c'est typiquement ce qui fait consensus aujourd'hui hein, dans la communauté, des travaux de recherche scientifique, les publis de l'INRS, et dans Captive, nous avons fait en fait une suggestion qui est complètement modifiable. Par défaut, on a mis ce qui fait, en termes de seuil, justement ce consensus dans la communauté. Mais si vous avez, enfin en tout cas pour ceux qui ont des référentiels maison, ils peuvent très bien les insérer, ou bien si un médecin du travail a fait une préconisation spécifique pour un opérateur lors du retour en activité qu'on ne doit pas dépasser tel angle dans le dos, sur le cou, la nuque, l'épaule, etc., eh bien, on va personnaliser en fait ces seuils pour ensuite récupérer l'information opérateur par opérateur. Et c'est ce que l'on a là. Donc on voit de manière dynamique
et c'est disponible en temps réel aussi lorsque l'on est sur le poste, ce qui permet aussi à la personne qui supervise la manip d'intervenir tout de suite en disant attends, stop, regarde dans ton dos, là tu es dans le rouge tout le temps, ça va pas du tout, il faut que tu refasses une formation, il faut que tu te redresses, enfin que sais-je, mais en tout cas d'avoir tout de suite un ressenti et puis de sensibiliser l'opérateur pour lui dire regarde, c'est pas moi qui dis ça pour t'embêter, mais tu vois bien que c'est réel, quoi. Et Tout à donc, fait, tout à fait. Je crois que c'est un point très important que la personne puisse voir également bah, où sont les problèmes qu'il peut rencontrer, sur quelle articulation, à quelle étape exactement de son travail. Et je parlais de l'importance du travail, de l'équipe de travail au début d'un tel projet quand on travaille sur l'ergonomie. mhm. Et cet outil est très important justement sur la facilité de communication avec l'opérateur lui-même, puisqu'il je dirais c'est très facile de comprendre toutes les mesures elles sont un petit peu plus compliquées, mais la lecture en tout cas est très facile avec cet avatar. Oui, c'est exactement ça. L'opérateur devient acteur de sa problématique, s'il y en a une. Et le fait de se voir a un effet démonstratif qui est surmultiplié. Et surtout, ça permet de faire bouger le système, en ce sens qu'il y a une prise de conscience et il se passe quelque chose. Et à ce moment-là, il y a une forme d'adhésion qui est un peu plus naturelle dans ce que l'on peut proposer ensuite comme mesure corrective. Sachant qu'évidemment, l'idéal, c'est d'impliquer aussi les gens du terrain, parce qu'ils ont quand même un peu de bouteille, ils ont un vécu, ils ont une pratique, et ils peuvent être aussi apporteurs de nombreuses idées d'amélioration. Mais en tout cas, l'idée de... Voilà, c'est exactement ce qu'Eric a dit. Avec Captive, on a un retour objectif, et puis on peut comparer avant, après, s'assurer qu'on a amélioré, alors en tout, ça c'est dans le meilleur des mondes, mais en tout cas, jusqu'où on peut aller une situation, et surtout que l'on n'a pas dégradé quelque chose sans s'en rendre compte en modifiant tel ou tel aspect du poste de travail. Donc là, typiquement sur ce poste, ce que l'on peut regarder, c'est la posture générale. Donc là, on a une cartographie, voilà l'état des lieux sur cette session de mesure. Voilà les contraintes associées sur l'ensemble des articulations qui ont été mesurées. Les deux seules articulations qui n'ont pas été mesurées, là, ce sont les chevilles, mais bon, globalement, les genoux, c'est bon. Après, dès qu'on passe à la partie haut du corps, c'est là où ça se complique. Et on voit très objectivement que les poignets sont sursollicités. La nuque, c'est pas terrible non plus, puisqu'on est dans l'orange en permanence. Donc, on est dans la zone un petit peu intermédiaire où il faut faire attention. Et le dos, il y aurait des choses à dire. Alors, on n'a pas trop le temps de tout balayer comme ça, mais si on s'intéresse déjà spécifiquement à la macro, là, on va aller regarder les poignets. Et enfin la micro plutôt, tiens, j'ai plus accès, ah oui, parce qu'il faut que je réduise ça, pardon, voilà, et hop, j'agrandis un peu, c'est pas le bon que j'ai attrapé, voilà, pour que vous voyez un petit peu mieux tout ça. J'ai deux axes hein, je pense que vous voyez toujours ma vidéo, j'ai la flexion-extension sur le poignet, et puis j'ai l'abduction-abduction. Et donc sur les flexion-extension sur le poignet droit, ça va. Par contre, ce qui ne va pas du tout, c'est donc ses mouvements latéraux, qui sont en plus contraints, parce que si vous voyez l'activité, il appuie, il force. Donc là, danger. Et sur l'autre main, on va avoir une situation un peu similaire, où les deux articulations de mémoire, voilà, en plus là, la flexion-extension. Donc là, on est sur la main droite. Non, j'ai dit l'inverse. Droite, c'est le gauche maintenant, pardon, que l'on observe en ce moment. Et là, sur les deux axes du poignet, il y a sur contrainte notamment, encore une fois, sur le latéral, mais pas que. Donc là, typiquement, ça permet, à partir de la cartographie, d'avoir une idée générale de ce qui va, de ce qui ne va pas, et surtout de se concentrer, d'aller en priorité vers les articulations qui sont les plus sollicitées. Et là, évidemment, ce sont les poignets. Ce qui, à l'œil, peut-être de l'expert, pourrait être évident, mais ne l'est pas nécessairement
lorsque l'on observe simplement une situation comme celle-ci. Je vais passer à l'exemple suivant, qui est celui d'une hôtesse de caisse, en fait. Alors, je vais réorganiser l'affichage. Voilà, hop, je mets mon avatar et je réorganise mon menu. Donc là, on a une opératrice, et là, on mesure uniquement la partie supérieure du corps, puisque la personne est assise, et au fond, les jambes ne sont pas sollicitées. Et donc, c'est l'activité classique, hein, sur une ligne de caisse où on passe des articles, on soulève des colis, on peut parfois se pencher très très loin parce qu'il y a le pack d'eau, le pack de lait, etc. Et on voit ici aussi qu'il y a un certain nombre, spontanément, d'articulations qui sont sursollicitées. L'intérêt aussi de ce retour visuel, là, c'est on voit que le dos, cette opératrice en tout cas, a une posture qui est quasiment à 100% dans le vert, donc elle se tient droit, elle n'est pas ni penchée ni de travers. Et par contre, on voit que c'est au niveau des bras, la rotation des articulations où il y a potentiellement souci. Alors, si on regarde la posture globale, c'est d'autant plus flagrant. Donc on voit que toute la partie droite du corps, on est en effet miroir là, hein, donc toute la partie droite de l'épaule jusqu'au poignet est très contrainte. L'épaule gauche, en revanche, est pratiquement toujours en activité de repos, en tout cas dans la zone de confort, y compris pour le dos, là c'est très flagrant. Par contre, ça se dégrade considérablement pour les articulations inférieures. Et si on voit, bon, je vais simplement aller sur l'épaule droite, un petit exemple, voilà. Donc là, on a 3 axes qui sont disponibles pour l'épaule. Donc la rotation verticale, c'est quand je lève mon bras. La rotation horizontale, c'est quand je le déplace latéralement en horizontal. Et la troisième articulation, le troisième axe, pardon, c'est ce mouvement-là. Donc typiquement, pas de souci quand elle lève le bras. À l'horizontale, ça reste acceptable. Par contre, ça se gâte, entre guillemets, lorsque elle, c'est typiquement avec sa main droite, lorsqu'elle passe les articles sous le scan, où on voit qu'il y a une sursollicitation. Et comme on a fait dans Captive de l'analyse d'activité, donc c'est l'outil papier-crayon que j'évoquais tout à l'heure, donc je n'ai pas trop le temps de m'apesantir dessus là, mais sachez que c'est dans l'outil, on a immédiatement une restitution par rapport à l'analyse d'activité de la tâche ou des tâches qui sont les plus impactantes. Donc là, on voit très objectivement que c'est lorsqu'elle elle soulève un article pour le scanner que cet axe de l'épaule est le plus sollicité, mais pas que, notamment lorsqu'elle elle interagit avec son tiroir de caisse, curieusement, parce qu'il doit être très décalé, et on voit ici les autres activités. Et puis, on a une analyse également de l'activité musculaire. Dans cet exemple, on a mis, alors là c'est sous son vêtement, sous son gilet, les capteurs, qui ressemblent à ça au fait, les capteurs à l'échelle. Hein. Je pense que vous les voyez, c'est tout petit, c'est non intrusif. Et là, donc, elle a typiquement celui-ci, donc collé directement sur la peau, bien sûr. Donc, il y a un petit peu de préparation hein, au vestiaire avec une infirmière, etc. Pour lui déployer ces capteurs-là. Les autres se portent au-dessus du vêtement. Mais si on veut mesurer de l'activité musculaire, c'est sur la peau. Si on veut mesurer de la fréquence cardiaque, c'est sur la peau. Et ce sont les deux seuls. Mais ce n'est pas que nos capteurs, évidemment. C'est le principe mécanique et physiologique de ce type de mesure. Et là, on a les biceps et les trapèzes. Alors, si on regarde son biceps droit, ce
c'est pareil, c'est pas trop violent. Il y a que deux activités, enfin il y a que deux grands moments où elle soulève une charge un petit peu plus importante. Et même chose pour le trapèze, mais non, le trapèze c'est un petit peu plus sollicitant, comme vous le voyez, puisqu'à 100% de son temps, il y a une contracture musculaire sur son trapèze gauche. Non, droit, pardon. Donc, et encore une fois, qu'est-ce qu'elle fait quand cela se produit? Eh bien, elle soulève l'article, elle fait autre chose. Donc, autre chose, c'est une des tâches qui n'est pas listée dans celle que l'on a repérée. Lorsqu'elle interagit avec son tiroir de caisse, toujours. Mais bon, c'est typiquement lorsqu'elle effectue le job. Et je garde un œil sur le temps avant de me faire gronder par Eric, mais je pense que je le gère bien. Donc, tout va bien. Tout à fait, tu peux nous faire un dernier exemple, il n'y a pas de souci. Voilà, ben j'arrive au dernier exemple, justement, par une habile transition, où on est sur un dernier exemple qui est très générique, puisque je pense que dans tous vos métiers, il y a de la manutention. Et là, on est sur un exemple multicapteur où voilà, on a un opérateur qui prend des cartons sur une palette, les tire, les soulève, les déplace et les met sur étagère. Donc là, vous voyez que le dos, rien que visuellement, là, on voit bien que c'est très orange, très rouge tout le temps. Et en partie droite, ce que l'on mesure, c'est... cet exemple est initialement en anglais, c'est pour ça que les mesures ont été traduites en anglais, mais le logiciel est bilingue, et si on le repasse intégralement en français, tout ça redevient francophone. On a de la mesure ECG, donc les battements minutes. On a de l'activité musculaire. On a tous les angles possibles que l'on peut récupérer sur la personne. Alors évidemment, on les affiche pas tous là pour soulager tout ça. On a de la distance, on a plein d'autres paramètres. Et encore une fois, si on s'intéresse à la posture, on voit ici encore une fois, il y a certaines articulations qui sont beaucoup plus sollicitées que d'autres, sachant que globalement, bon, à part les jambes, ce poste-là est relativement impactant également. Les poignets, prioritairement, l'épaule gauche, ici, et puis le dos, avec à chaque fois toutes les statistiques, bien sûr, articulation par articulation, pour être très objectif. C'est pas juste graphique, hein. Bien sûr, il y a toute l'information disponible en tâche de fond, mais je ne veux pas m'appesantir là-dessus. Et si on regarde au niveau du dos, c'est très significatif. On voit ici une sollicitation sur quasiment, même c'est pas quasiment, c'est sûr, sur les trois axes, la flexion frontale, moitié-moitié, la flexion latérale, avec le rouge étant dans des amplitudes un petit peu marquées, donc assez extrêmes, et c'est surtout les rotations du tronc qui sont assez impactantes, avec en termes d'activité, le décalage ici, alors, hop, je me mets en mise en rayon, voilà, parce que c'est ce que l'on a regardé. Donc le vert, c'est bien, mais quand on s'affranchit du vert, voilà, on a typiquement, c'est lorsqu'il soulève les colis depuis la palette où il a la posture la plus fâcheuse, et c'est double punition, parce qu'en plus il soulève une charge et il est de travers, donc là les lombaires apprécient rarement. Ensuite, c'est lorsqu'il porte ce colis jusqu'à l'étagère, ensuite précédemment lorsqu'il le tire depuis la palette, et enfin lorsqu'il le pousse. Donc dans ces quatre actions qui caractérisent son activité de mise en rayon, le dos est de travers en permanence. Donc là, il y a un gros effort de formation, d'accompagnement, enfin il y a plein de choses à voir, et votre œil averti aura sûrement remarqué qu'il serait bon quand même de rapprocher la palette, qu'il serait bon d'avoir une palette qui se lève, enfin il y a tout ça, il y a le bon sens évidemment, la pratique, et puis surtout encore une fois, la possibilité de hiérarchiser les risques pour accompagner l'opérateur dans
dans la prise en considération des meilleurs gestes, des meilleures postures. Et l'outil, là, trouve toute sa valeur. Encore une fois, je pense que vous l'aurez compris à travers ces trois exemples. De comprendre une situation de travail de manière extrêmement objective. Je crois que c'est vraiment le terme, quoi. C'est l'administration de la preuve où, de manière répétable, quantifiable, on peut vraiment aller au fond des choses. Et tout ça, c'est possible aussi en réalité virtuelle. Donc, mon temps. Vas-y, Eric. Oui, excuse-moi, j'interviens encore 2 petites secondes et puis je te laisse passer à la suite. Je t'en prie. Parce que là, tu disais justement que on voit facilement les moyens à mettre en œuvre. Moi, je dirais aussi qu'on peut facilement agir sur le comportement de la personne, puisque quand on voit que la palette est posée à distance, il s'agit vraiment que du comportement. C'est pas de la formation non plus, c'est juste du comportement et on peut agir de cette manière-là en lui montrant l'importance de son propre comportement, de ses propres manières de faire et essayer de le faire évoluer réellement par rapport aux moyens qui sont déjà mis à sa disposition pour que lui comprenne réellement l'impact que ça va avoir sur sa santé. Juste pour essayer de synthétiser tout ce que tu nous as montré, on a vu 3 choses qui pour moi sont vraiment essentielles dans cette démarche de prévention. Des données objectives, donc ça c'est essentiel d'avoir vraiment des mesures objectives de mesure et de plus ces données peuvent être personnalisables, c'est-à-dire qu'on peut mettre des limites supplémentaires si on estime que on veut se mettre dans une démarche encore un petit peu plus contraignante ou par rapport à une personne qui sera en difficulté comme tu l'as dit et qui aurait une incapacité médicale. La deuxième chose très importante, c'est cette facilité de comprendre, c'est-à-dire que ces données, c'est toujours très difficile, les données sont multiples et l'intérêt, c'est qu'on peut les appréhender très facilement et donc les partager avec des collaborateurs non experts et qui, eux, connaissent leur métier, mais qui ne connaissent pas forcément toutes les courbes d'électrocardiogramme et ne sont pas capables de les analyser. Là, on a quelque chose avec l'avatar qui est très ludique en même temps et très facile à comprendre. Donc, pour ce travail en équipe, je dirais c'est une véritable clé de succès. Et puis la dernière chose aussi que je vois moi de très intéressant, c'est la possibilité de faire des mesures comparatives, c'est-à-dire qu'on peut comparer 2 personnes avec les mêmes outils, avec simplement deux approches différentes, ou comparer 2 outils différents, 2 exosquelettes différents, et essayer de trouver la meilleure solution. Donc c'est quelque chose aussi qui est très itératif et qui permet d'identifier les meilleures solutions. Voilà, et comme tu le disais, je te rends la main, ce serait encore mieux si on pouvait le faire, non pas dans le réel, mais le faire encore plus en amont, c'est-à-dire avant de créer les lignes de production, les ateliers, et donc de le faire en réalité virtuelle. Et donc, je te laisse nous présenter ça maintenant. Voilà, merci Eric. En fait, c'est exactement ça. Tout ce que l'on peut faire dans la réalité, on peut le faire très en amont de manière à faire bien du premier coup, en fait. Et là, on a un exemple simple où on voit en plus, ce sont 2 personnes, deux collaborateurs qui interagissent entre eux. Alors, les jambes sont raides, elles se translatent simplement parce qu'on ne mesure pas les jambes. Donc, elles sont là visuellement, sinon ça serait un peu curieux de voir des troncs flotter dans l'espace comme ça, mais simplement, elles sont rigides. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur du travail collaboratif. C'est-à-dire que là, on a 2 personnes qui ne sont pas physiquement au même endroit, mais qui sont en train de travailler ensemble dans un environnement virtuel, dans une démarche novice, expert. Donc, il y a un expert qui est là, qui connaît parfaitement le job et qui est en train d'apprendre à un nouvel opérateur comment disposer telle ou telle pièce du moteur d'un véhicule. Et vous voyez tout l'intérêt de la chose, parce que ça permet aussi, dans des problématiques d'apprentissage, d'éviter de jeter dans le bain quelqu'un et qui pourrait être un peu un élément perturbateur au début, puisqu'il y a un cycle qui est bien lancé, puis cette personne est moins aguerrie, moins à l'aise, elle met plus de temps, donc ça ralentit la chaîne. Donc ça, c'est un des premiers aspects. Puis c'est surtout, ça permet dans des environnements potentiellement dangereux également, sur un chantier de BTP, par exemple, quand il y a des engins de travaux publics qui circulent à droite à gauche, il y a des grues, il y a des trucs en l'air, on est en altitude, on est en hauteur. Apprendre à acquérir le métier avant d'aller sur le terrain,
pour encore une fois sécuriser les pratiques. Donc, et ben voilà, c'était ma petite chanson en fait. J'en ai fini de cette présentation. Les questions sont bien sûr les bienvenues. Je crois que tu as prévu une partie questions-réponses qui s'enchaîne Tout, tout à derrière fait, cela. Stéphane. Tout à fait. Oui. Alors, je sais pas, il y a eu quelques questions sur le chat et j'avais marqué qu'on allait les prendre à la fin. Donc, je vais te poser déjà la première. C'était Oui. concernant les capteurs Oui. et l'environnement de travail. Et il y avait une question à savoir si ce matériel fonctionnait entouré de champs électromagnétiques. Alors, Peut-être plus généralement sur les environnements dans lesquels on peut mettre en œuvre les oui. capteurs. C'est une très bonne question, effectivement, captive et conçue pour travailler sur le terrain dans l'industrie. Donc, c'est pas une technologie qui vient de l'animation ou du jeu vidéo, que sais-je, et puis qu'on applique aussi à l'environnement réel, industriel de travail, mais c'est complètement le contraire. Il est né de ça. Donc, et vous avez vu à travers le premier exemple que j'ai montré tout à l'heure, il y a du meulage. Donc là, il y a de la ferraille, il y a un énorme bloc, ça envoie des étincelles partout, donc c'est des environnements qui ne sont pas très faciles dans l'absolu, et nos capteurs se comportent très très bien. On a la faiblesse de croire d'avoir une des technologies les plus robustes, et c'est pas nous qui nous le disons, qui le disons, pardon, ce sont nos utilisateurs, qui les mettent en œuvre dans le quotidien, dans des environnements qui peuvent être un peu compliqués, où il y a effectivement de l'hydraulique, du magnétisme, des objets un peu lourds, de l'informatique et autres. Très objectivement, le seul environnement un petit peu limite, c'est le véhicule électrique, parce que c'est une gigantesque batterie, ça rayonne, et c'est là où il faut faire un peu attention. Mais dans des environnements, même de simulation et autres, il y a des façons de faire qui permettent d'éviter justement les perturbations. Donc, voilà, qui j'espère clarifie vos doutes ou en tout cas vos interrogations par rapport aux capteurs. Et c'est la même chose pour tous les capteurs, sachant que c'est les capteurs de mouvement bien sûr qui sont les plus potentiellement vulnérables, mais on sait régler ce problème-là. Merci pour ces éclaircissements. Une deuxième question concernait la phase de calibration justement de tous ces outils-là et de l'alignement du zéro en fait, hein, de tout synchroniser. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Donc, est-ce qu'il y a une procédure particulière? Comment est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe? Alors, il y a peut-être deux questions ou deux réponses à la question selon que l'on l'interprète effectivement. En termes de calibration, c'est-à-dire une fois que les capteurs sont déployés sur la personne, si on fait de la mesure posturale, il y a simplement une position de référence à adopter, ce qu'on appelle le zéro, et ensuite c'est parti, ça suffit. Donc ça, c'est un élément de réponse. L'autre élément de réponse, c'est si on met en œuvre simultanément tout un ensemble de capteurs qui ne travaillent pas tous à la même vitesse. Il y a des capteurs très très rapides, typiquement les capteurs de mouvement, les capteurs EMG, capteurs de température. Il n'y a pas besoin de travailler à 1000 échantillons par seconde, parce que ça évolue pas de manière abrupte. Donc, des capteurs qui ont qui travaillent pas tous à la même vitesse, c'est pas gênant, parce que ça, c'est le problème de notre logiciel. Et il est vraiment, ça, c'est le nerf de la guerre, je dirais, la synchro. C'est crucial et c'est ce à quoi il est destiné. Donc, fédérer toute cette information-là, la mettre bien en face sur une ligne de temps qui est commune à tous les capteurs, à toutes les mesures, ça, c'est sa raison d'être. Donc, ça, c'est blindé. Donc, aucune inquiétude par rapport à ça. Et j'espère, à travers ces deux explications, avoir répondu à la question. Moi, ta réponse me convient. Je ne sais pas. Personne n'est encore là pour compléter sa question, mais en tout cas, qu'elle n'hésite pas. N'hésitez pas dès maintenant à ouvrir les micros pour poser directement vos Oui, questions. on peut toujours Je vois échanger par que mail à l'issue. Alexandre nous pose une question. Je vais peut-être le laisser directement te la poser. Merci Eric pour la parole et merci Stéphane pour la présentation. Alors, une question que j'avais, c'était, donc Alexandre Brisson, KSB. Une question que j'avais, c'était pour réaliser une campagne de mesure qui soit significative,
sur quelle durée il faut l'envisager et avec combien d'opérateurs impliqués? D'accord. Alors ça, c'est une question qui est complexe. Elle est simple à formuler, mais elle est complexe dans sa réponse parce que ça dépend énormément du contexte local. Mathieu, si tu es là, Mathieu est l'un de nos ergonomes experts, n'hésite pas à compléter, s'il te plaît, mais tout dépend aussi du temps de cycle. Si on est sur des cycles très très longs, où on n'est pas monotage dans un cycle répétitif, là, effectivement, la campagne de mesure peut prendre 1 heure, voire au-delà. Si on est sur des cycles qui sont très, très réguliers, une trentaine de cycles courts ou une dizaine de cycles moyens suffisent largement à avoir un échantillon qui soit représentatif et significatif. Alors après, en termes combien d'opérateurs, tout dépend, encore une fois, du temps que vous souhaitez consacrer à la chose. On prend un petit, un gros, un moyen, ou on prend l'opérateur un peu générique, ou on les prend tous. Et là, c'est à géométrie variable, en fait. Tout dépend de la pertinence de la chose également. Mais ça s'apprécie en amont. C'est-à-dire que dans tous les cas, il serait aberrant d'arriver sur un poste et dire bah voilà, je vais me mettre à mesurer. Non, il y a déjà un peu de préparation, puis il faut comprendre à travers rien que de l'image, de la vidéo, pour estimer un petit peu déjà visuellement, parce qu'il y a un ressenti du professionnel, du terrain, bien sûr. Et ensuite, si c'est nous qui intervenons, bah, il y a un petit protocole que l'on met en place pour bien comprendre, caractériser, définir ce qu'il est bon de mesurer, pas mesurer, enfin en tout cas ce qu'il n'est pas intéressant de mesurer du tout, et ensuite on met en œuvre. Donc voilà, j'ai l'impression de faire une réponse de Normand, mais c'est une réponse de Normand, parce que peut-être tu peux nous dire un petit peu le temps d'équipement d'un opérateur. S'il a plusieurs capteurs, on parle de combien de temps pour équiper? Ça va très vite. Avec le tour de main, alors si je veux équiper un corps complet pour faire de la capture de mouvement, une fois que j'ai attrapé le coup, entre le moment où je pose la valise par terre, je l'ouvre, je sors les capteurs et j'appuie sur démarrer pour l'enregistrement, 10 minutes. Après, si on rajoute des capteurs, de type activité musculaire et autres, là on va rajouter quelques minutes parce qu'il y a un temps de préparation, il y a un temps de calibrage des capteurs sur l'opérateur qui consiste à dire voilà, on va mesurer par exemple en relatif par rapport à l'effort maximum que l'individu peut produire, mettons la contraction d'un biceps. 0% de contraction, bah, le muscle est au repos. 100%, on demande à l'opérateur de contracter ce muscle de la manière qu'il estime la plus forte, sachant qu'il y a des muscles sur lesquels on ne s'autorisera jamais à faire ça, typiquement les lombaires ou autres, puisque là, ça fait mal aux gens, évidemment, hein, il y a quand même une éthique, mais sur des muscles abordables, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Donc, on rajoute un petit peu de temps de préparation. Si on fait de la fréquence cardiaque, il faut le temps de la fréquence cardiaque au repos. Donc, il faut déjà mettre la personne au calme pendant un petit quart d'heure, etc. Donc, il y a, et ça, c'est incontournable, hein, c'est pas captif, c'est le principe physique d'une mesure physiologique sur un individu. Donc, voilà, mais bon, on passera jamais 1 heure en temps de préparation, ça c'est clair. C'est parce que ça serait perte de temps, ça serait aberrant, et puis ça serait vraiment très compliqué parce qu'on perturbe un cycle aussi. Il y a des gens il y a des rotations de postes et autres, et puis il faut être là au bon moment, quoi. J'espère que Stéphane t'a répondu, Alexandre, à ta question. Oui, c'est parfait, mais merci beaucoup. Merci. N'hésite pas à compléter, Mathieu, si tu es là. Donc, oui, je suis là, Stéphane. J'ai rien à dire par rapport à tes réponses. Tout est très bien. Bien, merci. T'as mon approbation, c'est bon. Bon. Je vois qu'il y a René qui nous a posé une question également. Peut-être que René va prendre la parole également. Oui, allô, vous m'entendez? Oui, merci Stéphane, vraiment l'exposé très très intéressant. Bon, j'avais déjà vu ça un peu à Préventica, et donc oui, la question c'était, bon, je connais un petit peu la réponse, une partie de la réponse, mais est-ce que déjà des études ont été faites sur la pertinence de la mise en place d'un exosquelette?
Et également, est-ce qu'on peut se servir du système pour faire une étude comparative entre plusieurs équipements lorsqu'on hésite entre deux systèmes, par exemple, d'exosquelettes. Voilà, c'était un peu… Ah bah c'est typiquement une des façons d'utiliser Captive, et c'est la manière dont il faudrait procéder en fait. C'est-à-dire que, et on a une très très grande expertise en la matière, puisque très régulièrement on est sollicité par des industriels, par des clients qui nous disent voilà, j'hésite entre tel exo pour telle ou telle tâche, et on sait très bien que l'exosquelette universel n'existe pas. Donc, il faut vraiment bien identifier celui qui convient à l'opérateur, à sa morphologie également, parce que parfois il y a des réglages qui sont pas nécessairement isomorphes. Et avec Captive, on peut très très facilement qualifier, quantifier, comprendre si, au regard du bénéfice-risque, l'exosquelette apporte effectivement une plus-value, ou bien si, et ça peut arriver également, ou à l'inverse, s'il est toxique et vient tellement dégrader la situation qu'il vaut mieux pas l'utiliser du tout et rester sans. Donc, et entre les deux, il y a évidemment il y a une grande marge. Mais oui, pour vraiment, alors pour faire plus court dans ma réponse, la comparaison d'outils, de méthodes, c'est du pain béni pour Captive, puisqu'on mesure avec, on mesure sans, et on voit immédiatement la différence. Et on peut comparer ainsi plusieurs outils entre eux, à opérateurs équivalents, bien sûr, hein, puisque on ne peut comparer que ce qui peut être comparable. Et là, avoir vraiment des réponses qui sont concrètes, précises, et pas dans l'air du temps, pour éviter de se tromper et puis commettre un mauvais investissement aussi, parce que ça a des conséquences financières, humaines, et c'est tout ce que j'évoquais tout à l'heure. Tout à fait, mais merci. Et je pense effectivement ce qui est aussi vraiment très intéressant avec ce système, c'est avant de se lancer dans un investissement d'exosquelette, c'est d'abord de faire une optimisation du poste de travail, parce que c'est quand même assez souvent qu'on s'aperçoit que on n'est pas très très optimisé sur un poste de travail, et que donc on peut déjà corriger, je sais pas, par exemple l'emplacement d'une palette, remonter une palette, ça peut simplifier énormément le travail de l'opérateur, par exemple. Hein, ou effectivement faciliter l'accès à la table de travail, tout ça, sans avoir besoin obligatoirement d'un exosquelette pour aider, quoi. Voilà, donc ça, je crois que ça, c'est vraiment ça qui est intéressant. C'est vrai. Et en fait, c'est le mélange, la combinaison de tous ces paramètres. Il y a l'environnement de travail lui-même. Comment on peut, est-il possible de l'améliorer ou pas, et de quelle façon? Et puis il y a le support, l'aide, le bénéfice apporté ou pas par rapport à ça, par un exosquelette. Et tout l'intérêt d'avoir de l'information un peu fine, un peu précise, trouve du sens ici, parce qu'encore une fois, les enjeux sont humains et financiers, et c'est pas négligeable. Et pour éviter de se tromper, autant prendre la bonne décision tout de suite, quoi. Et ça permet de faire une analyse objective qui n'est pas, disons, déformée par une impression, enfin pas forcément malveillante, hein, mais une impression des personnes, des opérateurs par rapport à l'étude, quoi. Donc finalement, c'est vraiment, comment dire, on objectivise l'analyse du poste de travail, quoi. Ça, c'est très important. Oui, en toute bonne foi. Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, vous avez des opérateurs qui estimaient être soutenus, être aidés par un exosquelette, et la mesure a démontré qu'en fait, lorsque il portait le dispositif, c'était un monsieur en l'occurrence, j'ai souvenir de ça, il se sentait tellement sécurisé qu'il forçait lui-même, il était au-delà d'un effort raisonnable, je dirais.
Donc, il sursollicitait son organisme et son corps, ses muscles notamment, en levant des charges lourdes, en disant, bah, de toute façon, je m'en fiche, maintenant j'ai un truc qui est là et puis je peux y aller, quoi. Enfin, je caricature un peu mon propos, mais vous avez l'idée. Donc, il faut faire attention, oui, c'est vrai. Et la mesure permet vraiment, là, c'est imparable, quoi. Et en plus, c'est répétable. Donc, si on a un doute, on recommence et on voit que, ah bah oui, c'est vraiment ça. Ok, merci. Est-ce que l'on a une autre question? C'est quelques secondes. Quelqu'un veut prendre la parole? Alors moi, j'aurais une autre petite question, c'est sur vos cas d'application, toujours Alexandre Brisson, sur vos cas d'application, est-ce que quel a été le retour des opérateurs que vous avez pu être amenés à équiper, voire des instances, des partenaires sociaux éventuellement? Parce que le fait de mettre des capteurs et tout, on peut se dire, bah, on vient porter atteinte on pénètre dans la sphère privée de la personne. C'est ça. Alors, c'est une très bonne question, effectivement. Alors, déjà, il est important que tout le monde soit impliqué. Donc, c'est une démarche un peu participative aussi. C'est-à-dire que les partenaires sociaux, la hiérarchie, l'encadrement et les gens du terrain, si les choses sont bien faites, sont au courant. On n'arrive pas tout d'un coup tomber du ciel, tiens, on va te mettre des capteurs, et puis la personne est un petit peu démunie, penaude, à se demander qu'est-ce qui lui arrive. Non, il y a déjà une préparation des équipes. Ensuite, c'est sur base de volontariat. C'est-à-dire que si les choses sont bien faites, encore une fois, il y a des gens qui vont un peu plus spontanément se prêter à la chose. Et ensuite, il y a le respect du droit à l'image de la personne. Donc, ce qui est important avec Captive, et je n'avais pas dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a rien qui se balade dans un cloud ou dans quoi que ce soit pour le traitement des données. Tout est local, dans un PC qui est là et qui enregistre les mesures et qui fait les traitements. Donc, des données à caractère individuel de tel ou tel opérateur ne sortent pas du PC, quoi. Il n'y a pas d'échange de quoi que ce soit, ni même avec nous, hein, on n'a aucune visibilité là-dessus. Il y a une licence qui roule sur un ordinateur, point barre. Et ça ne se balade pas. Donc, il y a ce respect-là. Et puis, normalement, on explique à la personne ce qui va se passer, il va y avoir de la vidéo, il ou elle dit oui ou dit non, c'est pas grave, hein, puisque de toute façon, si on fait de la capture de mouvement, on aura un avatar. On perd un peu de richesse d'informations contextuelle, mais par contre, cette observation, on peut la faire au fil de l'eau. Le papier-crayon dans Captive, c'est un peu plus sportif, mais on peut le faire. Donc, il y a un consentement aussi de l'individu, hein, de l'opérateur, ça c'est important, avec un petit formulaire, hein, le respect du droit à l'image, etc. C'est uniquement à des fins de compréhension, d'analyse du poste, etc. C'est pas détourné. Enfin, il y a une éthique, encore toujours là-dedans. Et puis, ce que l'on observe régulièrement, c'est que curieusement, ça crée des vocations, dans le sens où déjà, on s'intéresse à la personne. Donc là, c'est très, très positif. Enfin, ma hiérarchie, ma direction, etc., s'intéresse à mon problème. Et puis, ça fait des émules en disant, tiens, dis donc, j'aimerais bien que ce soit mon tour. Donc, il y a un petit côté un peu ludique aussi, hein, on ne va pas s'en cacher, hein, c'est un peu différent, on amène de la nouveauté dans l'environnement. Donc, c'est une réponse un peu diluée que je suis en train de vous faire, mais parce qu'elle est importante. Il y a, dans l'immense majorité des cas, il y a une adhésion de l'ensemble des partenaires sociaux, de la hiérarchie et tout ça, parce qu'ils comprennent bien que c'est pour le bien commun. Et que c'est pas pour faire du flicage, pour pousser les gens à la productivité, pour les mettre dehors parce qu'ils travaillent pas assez vite ou que sais-je. C'est pas du tout ça Captive. Au contraire, c'est accompagner à l'amélioration d'une situation de travail pour que l'opérateur se sente mieux, travaille mieux. Et quand on est mieux dans son corps, on est mieux dans sa tête. Et puis, ça a un effet amplificateur sur l'ensemble du système et de l'écosystème de l'entreprise, de la famille et bien au-delà. Donc, c'est vraiment vrai pour le bien commun, quoi. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est pas une vision naïve, c'est vraiment l'objet de la chose, quoi. Et c'est vachement important. Pardon, j'ai dit un gros mot. Tu faudra couper ça du replay, Eric, s'il te plaît. Non, parce que je suis passionné dans ce que je dis là. Vous l'entendez, je pense. Donc, non, mais merci parce que c'est vrai que c'est très important cette acceptabilité de l'outil.
parce que sans avoir l'adhésion de tous, on va vite sur des problématiques. Il vaut mieux Et laisser là, on tomber. voit Hein. bien de la manière dont sont utilisés les capteurs, les images et l'avatar. On comprend bien l'utilité de l'image en même temps. Donc, je pense qu'avec cette utilité-là, si on explique bien à la personne qui va servir ensuite, entre guillemets, de cobaye, elle comprend tout de suite l'intérêt pour elle d'avoir le film en même temps que les mesures des données. Donc, je pense que cette utilité fait que la personne va bien accepter d'être équipée. Absolument. Et c'est encore une fois souvent un ou une volontaire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune coercition, quoi, parce que sinon c'est contre-productif. Et puis de toute façon, la personne ne va pas se comporter normalement. Donc l'idée, c'est vraiment d'attraper de l'information qui est la plus naturelle possible. Et le fait d'avoir ces petits capteurs, en fait, alors il y a un côté nouveau, etc. Et puis une fois que la personne est embarquée dans son activité, il oublie combien de fois on a dû courir derrière les gens parce qu'ils oubliaient d'enlever les capteurs sur le pied ou sur la tête ou que sais-je. Et c'est plutôt bon signe parce qu'on les oublie. Et c'est l'objectif. J'allais te poser cette question-là parce que souvent, le fait d'observer une personne fait que la personne va changer son comportement. C'est humain, c'est totalement humain. On ne fait pas la même chose quand on nous observe que quand on est à son poste normalement. Et comment ça se passe là, dans ces cas-là? La personne qui fait la mesure est à côté de l'opérateur ou au contraire, on laisse la personne à son poste de travail et puis on branche les caméras derrière, on l'équipe avec ses capteurs et puis on le laisse. C'est ça. Ça se passe comment une campagne de mesure? Alors, il y a deux possibilités pour faire simple. Soit on est sur un travail posté relativement statique, et à ce moment-là, oui, on va mettre les caméras sur un petit trépied. Une caméra peut suffire, deux si la personne a des amplitudes de mouvement importantes, si elle se retourne, etc., pour ne rien louper. Donc les caméras sont là, hop, elles sont discrètes dans l'environnement, elles ne viennent pas gêner rien du tout dans le process. Et puis on équipe la personne et c'est terminé. On le ou on la laisse travailler. Tous les capteurs et les batteries sont sur la personne, il n'y a rien de relié. Non, tout est sans fil. Hein. Il n'y a pas de fil à la patte où en plus on pourrait se prendre les pieds, trébucher, il y aurait du danger en plus de chuter ou autre. Bien au contraire. Hein. On est encore une fois un petit capteur comme ça qui ont une batterie, qui transmettent et il y a un récepteur qui est physiquement branché par l'USB et qui est alimenté par l'USB. Le voilà d'ailleurs, hein, c'est ce petit truc là, donc c'est pas très gros. Et on l'oublie facilement dans le décor aussi. Et c'est tout. Et dans une situation où la personne est quand même beaucoup plus mobile, par exemple, si il ou elle est amené à se déplacer, ben là, effectivement, il faut que la caméra puisse le ou la suivre. Donc là, tout en restant discret, hein, on n'est pas derrière son dos, mais il faut se déplacer. Mais généralement, la personne y prête très très peu attention parce qu'elle est quand même absorbée par son cycle, par son activité. Et les quelques premières minutes, en fait, on les ignore parce que c'est le temps d'accoutumance à la nouveauté. Et ensuite, le métier prend le relais. Et là, on a vraiment des données qui sont extrêmement pertinentes. Merci Stéphane. Est-ce qu'on a encore le temps pour une question? Et puis après, je pense qu'on arrêtera ce webinaire. Merci beaucoup. Et vous avez, sous question, est-ce que vous avez, je sais pas, un ensemble de postes de travail déjà réalisés qui pourraient être clés en main, quoi? Comme une base de données. Oui, j'ai compris la question. C'est compliqué aussi ça, parce que chaque poste est quasiment unique, même intermétier. Et là, je vais laisser Mathieu répondre parce que c'est vraiment Mathieu passe son temps sur le terrain, donc il a été confronté à des situations de travail qui sont très 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 diverses. Et il sera beaucoup plus justifié, en tout cas. Je cherche le mot. Enfin, c'est lui qui sera à même de répondre à celle-ci.
C'est vrai que c'est une question légitime, c'est le mot que je cherchais. Voilà. C'est vrai que c'est une question qui est difficile parce qu'après, chaque situation est différente et individuelle. Après, l'avantage qu'on peut y retrouver, nous, c'est que en voyant différents secteurs industriels de manière très régulière, la richesse qu'on a, c'est plus dans le côté accompagnement à la recherche de solutions. On peut se baser sur nos expériences passées dans les autres milieux pour voir s'il n'y a pas des situations qui pourraient être reproductibles et un peu se servir de cette base de données qu'on aurait vue et étudiée avant dans les autres entreprises pour voir si ça peut être adapté à un autre secteur industriel. Je ne sais pas si ça répond à votre question dans ce sens-là. Si, très bien. Et je pense que c'est aussi dans le but d'une approche collective, parfois dans des filières qui ont des métiers quand même un peu similaires, des postes à peu près similaires. Ça vaut certainement le coup d'avoir une approche collective et après d'éventuellement, on va dire, spécifier au cas par cas dans l'environnement spécifique d'une entreprise et d'un poste, mais de qualifier un poste en général et après de le décliner, on va dire. Ce qu'on peut aussi retrouver, c'est dans la même entité, la même entreprise qui a plusieurs sites implantés à différents endroits, que ce soit partout en France ou partout en Europe. Certains sites peuvent avoir une façon différente de travailler et évaluer la manière de faire chez l'un et chez l'autre permet de dégager, pourquoi pas, des bonnes pratiques qui sont faites chez l'un et qu'elles puissent être diffusées à l'ensemble du groupe pour que après il puisse y avoir des standards internes qui soient similaires à l'ensemble des groupes et de cette manière-là harmoniser un peu et diffuser la culture de prévention au même niveau pour tout le monde. Merci. C'est vrai que le fait d'être multi-activité, toujours bien sûr dans l'industrie comme on l'est à travers notre présence quasiment quotidienne sur le terrain, permet et dans le respect de la confidentialité, évidemment toujours, d'avoir suffisamment de bagages pour identifier sur certains postes qui sont un peu similaires, tout de suite la bonne approche et la bonne démarche, c'est-à-dire que capitaliser en fait sur cette expérience pour pouvoir la transposer à d'autres, quoi. Et quand en s'appuyant derrière sur l'outil pour encore une fois toujours objectiver et sûr de pas de faire bien les choses, quoi. Pour aller dans le sens de ce que Bruno disait à l'instant, là, on le voit avec un cariste, par exemple. On peut tout à fait voir sur le comportement d'un cariste pour la mise en rayon. On peut voir aussi sur une caissière derrière dans un hypermarché. On peut voir quand même des bons gestes et des mauvais gestes, même si c'est pas totalement adapté au poste. Ça permet aussi quand même, par rapport à certains métiers, d'avoir des bonnes pratiques et des moins bonnes pratiques mis en évidence. Donc, il y a peut-être d'autres secteurs encore à faire. Ça, Parce que ce que vous pouvez toujours faire dans Captif, c'est paramétrer ces seuils vert, orange, rouge, donc qui par défaut sont proposés, c'est juste une proposition qui est très générique, qui est le consensus général, quoi. Mais par contre, selon les métiers, si effectivement il y a des contraintes un peu plus fines sur telle ou telle articulation sur lesquelles il faut être vigilant, à ce moment-là, on réduit les seuils et on s'adapte, enfin l'outil va s'adapter. Donc tout ça, c'est très modulaire et ça rejoint un petit peu l'objet de votre question. Par contre, ce qui n'existe pas aujourd'hui, et on s'en garde un peu volontairement, c'est de plaquer des modèles, en fait, parce que ça pourrait être un petit peu même dangereux, dans le sens où chaque individu est différent dans sa façon de se mouvoir et autres. Donc, il vaut mieux travailler sur la personne elle-même plutôt que de lui imposer un schéma, un mode de fonctionnement qui pourrait être toxique au bout du compte, quoi, et pas adapté à lui ou elle au regard du poste en question. Donc tout ça, le matériau humain, c'est complexe et on a toujours ça à cœur. Captif, c'est une épine dorsale, c'est un guide, mais c'est pas, et volontairement d'ailleurs, c'est pas un outil qui va dire, voilà, tiens, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, Captif va vous dire, c'est comme ça que ça se passe. Et ensuite, c'est à l'expert de prendre le relais et de faire les préconisations et de comparer, etc.
Et voilà un petit peu l'idée. Enfin, je pense que vous l'aviez saisi depuis un bon moment déjà, de ce qu'est Captier. Stéphane, une dernière question et je vais la poser directement pour gagner du temps de Pierre-Olivier. Est-ce que vous avez d'autres expériences en dehors de l'industrie, comme auprès de soignants ou aides-soignants ou structures médico-sociales? Oui, oui. Alors, si vous allez sur notre page YouTube, vous allez trouver un certain nombre de vidéos. Notamment, on avait fait une étude dans l'hôpital Pasteur qui est à côté de chez nous sur, alors j'espère que je vais pas dire de bêtises, mais vous pourrez le vérifier, sur l'accompagnement, la posture du chirurgien et des soignants dans un environnement de bloc opératoire. On avait fait aussi des choses sur le portage du patient, parce que Dieu sait qu'il y a énormément de contraintes des soignants qui doivent manipuler des personnalités notamment. Mais on a également aussi pas mal d'expérience dans les aspects cognitifs aussi. Au regard pour le coup du regard justement, la prise d'information visuelle, comment elle est appréhendée en termes de charge mentale, et d'autres, le retour émotionnel, enfin ce genre de choses. Donc, on a vraiment une expérience qui est extrêmement diverse. Et on a aussi une psychologue du travail avec nous, qui est notre collaboratrice, et qui est plutôt la collaboratrice de Mathieu d'ailleurs, dans son quotidien. Donc, on est multi-activités, avec toujours au centre de toute cette problématique-là, c'est le travailleur, la travailleuse et l'interaction avec son environnement. Et là, on revient au bout du compte, et par une habile conclusion, au début de ma présentation, je n'avais pas prévu de le faire, mais c'est ça. Voilà, interagir avec son environnement et comprendre tout ça. Et on a un bel outil qui permet d'y parvenir. Super. Super. Je pense que tu as été très clair. Merci, un grand merci à toi, Stéphane, et à Mathieu également qui est intervenu pour te seconder. Merci pour cette présentation. Il y a eu énormément de questions. Je vois beaucoup d'intérêt, beaucoup de gens qui ont fait des remerciements. Ils étaient malheureusement dans l'obligation de nous quitter à cause du temps. Mais beaucoup de remerciements, beaucoup de demandes sur des replays. Donc un grand merci à toi. Je pense que c'était un apport très intéressant pour notre webinaire. Merci à tous, merci à toi aussi. Et puis merci à toutes les personnes qui encore maintenant nous suivent. On va bientôt quitter l'antenne, on va dire. Le mois prochain, comme je le disais en introduction, on aura un webinaire sur le handicap. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, à nous suivre, que ce soit la INF ou moi, sur LinkedIn. Vous aurez ainsi toutes les informations. Voilà, ou sur le site de la INF, bien évidemment, www.association-inf.com. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, à très bientôt, et voilà, et faites de la prévention.